Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à ces temps forts qui ont marqué la fin de l'examen du budget 2019 par le Sénat. Cela à quelques heures du vote solennel dans l'hémicycle. Avec tout d'abord, vous allez voir le passage consacré à l'allègement de l'exit tax prévu par le gouvernement. Il a été adopté par le Sénat la semaine dernière. Ainsi, les plus fortunés partis à l'étranger attendront entre 2 et 5 ans avant de pouvoir vendre leurs actions sans être taxés sur leur plus-value, cela au lieu de 15 ans aujourd'hui. À noter aussi parmi les temps forts des discussions hier après-midi, le gel des prestations sociales qui a été adopté dans l'hémicycle. Le débat, vous allez le voir, a été relativement expédié. La gauche s'est opposée à cette mesure, quant à la droite, elle a jugé inutile de débattre trop longuement de ces articles voués à devenir caducs à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir sur le pouvoir d'achat. Enfin, vous allez également voir les débats liés à la transition énergétique et notamment autour des crédits d'impôt prévus pour faciliter les rénovations des chaudières à fioul. Cela alors que le Sénat a supprimé les plafonds de ressources qui étaient initialement prévus par le gouvernement. Pour eux, le dispositif de l'exécutif avait pour effet d'exclure les classes moyennes du CITE. Retour donc au débat dans l'hémicycle. À l'article 57, 12 amendements, discussion commune. Le premier, le 794, Monsieur Bocquet. Oui, Monsieur le Président, merci. Cette proposition d'amendement qui revient sur... nous proposons d'adopter cet amendement qui revient sur la réduction du périmètre du crédit d'impôt transition énergétique pour permettre à l'État de réaliser une économie de 800 millions d'euros, soit 40% du montant du crédit d'impôt, au détriment de la réalisation urgente des objectifs de rénovation thermique de l'habitat. Merci. Le 144, Monsieur Cupers. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur. C'est un amendement de bon sens qui vise à prolonger jusqu'en 2021 la période durant laquelle les contribuables domiciliés en France pourront bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. Cela concerne notamment l'acquisition de chaudières à haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, l'acquisition de matériaux d'isolation thermique, des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, l'acquisition et la pose de panneaux de matériaux d'isolation thermique, des parois opaques, enfin l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage, avec un crédit d'impôt allant de 15 à 30% de la dépense, suivant bien évidemment le type de matériaux utilisés. Merci, chers collègues. L'amendement 160 n'est pas défendu, il tombe. Deux amendements identiques avec un sous-amendement de la Commission. L'amendement 88, Madame Prima. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'interviens bien sûr au nom de l'auteur de cet amendement, Daniel Gremillet. Cet amendement consiste à rétablir le taux réduit de crédit d'impôt qui existait jusqu'au 30 juin dernier pour les fenêtres sous condition de remplacement d'un simple vitrage. Comme l'ADEME elle-même l'a reconnu, un tel remplacement génère en effet des économies d'énergie, ce qui justifie un soutien public par le biais d'un crédit d'impôt. C'est ce qu'on appelle transition énergétique positive. Ce soutien public est d'autant plus légitime que le changement de fenêtre est souvent le point d'entrée dans un parcours de rénovation thermique du logement. On commence par les fenêtres, puis ensuite on fait la toiture ou l'isolation extérieure, où les sommes qui sont à mobiliser sont naturellement bien plus importantes. Il s'inscrit par ailleurs dans le contexte que chacun connaît, de prix élevés de l'énergie, et constitue une réponse très concrète aux difficultés des Français pour se chauffer, qui leur permettra de réduire leur facture d'énergie. Quand on est maire, on dit que ça réduit les frais de fonctionnement. C'est un investissement important. Enfin, le taux réduit proposé permettra de maîtriser la dépense publique. On pourrait d'ailleurs imaginer qu'un plafond par fenêtre soit fixé par voie réglementaire, comme la Commission des finances, je crois, le propose par son sous-amendement. Merci. Donc le sous-amendement de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La question de la fiscalité énergétique a été au centre des débats cette année, même si très paradoxalement, il n'y avait qu'un article sur la TICPE cette année, mais le Sénat avait dès la dernière souligné le risque que représentait une augmentation aveugle et pluriannuelle de la TICPE. Et là, ce qui était contesté, ce n'était pas simplement le niveau élevé de fiscalité, c'était le fait que cette fiscalité soit fixée à l'avance, à l'aveugle, alors même qu'on ne peut pas connaître les cours de l'énergie. Et puis surtout,
nous considérions que c'était une fiscalité de rendement affectée au budget de l'État et que par ailleurs les dépenses en faveur de la transition énergétique étaient en baisse. Et c'est notamment le cas du crédit d'impôt transition énergétique qui a été raboté, qui coûtait à peu près 1,6 milliard d'euros, dont le rabot a amené une dépense d'à peu près 880 millions d'euros. La réduction de cette dépense du crédit impôt transition énergétique vient notamment, vous le savez, de l'exclusion des fenêtres, qui sont réintroduites par le présent amendement qui vient d'être défendu à l'instant par Sophie Primas. Les fenêtres, on ne peut pas considérer que ça ne participe pas à la transition énergétique. C'est bien une des sources considérables de déperdition. Donc la Commission est favorable à la réintroduction des fenêtres. Elle souhaite simplement, afin d'éviter sans doute un dérapage de la dépense, toujours consciente de la nécessité d'une maîtrise de la dépense, qu'il y a un plafond, peut-être des plafonds, parce qu'il appartiendra au gouvernement de les définir par arrêté, des plafonds qui soient fixés par fenêtre. Bon, quand je dis des plafonds, c'est que ça peut tenir compte, par exemple, de la surface en mètres carrés. Voilà, donc ça paraîtrait une mesure de bon sens de ne pas totalement prévoir une mesure déplafonnée. Là, on peut avoir un plafond global, mais qui paraît difficile à fixer. Il est plus important d'avoir, par arrêté ministériel, fixation d'un plafond de dépenses par fenêtre, ça peut être ensuite par mètre carré de vitrage et autres. C'est pour ça qu'on a mis des plafonds dans le sous-amendement que vous propose la Commission. Et donc, sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement 985, s'il était adopté, il appartient au gouvernement ensuite d'éviter des effets d'aubaine. Donc, et ça permet également de limiter le montant des dépenses. Donc il appartiendra au gouvernement de fixer par arrêté ce plafond. Et sous réserve de l'adoption du 985, la Commission serait favorable au précédent à l'amendement. Merci. Donc le 918, Monsieur Requier, identique au 88. Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement est porté par Yvon Collin. Il est identique donc au précédent. La loi de finances pour 2018 prévoyait la transformation du crédit d'impôt transition énergétique. Finalement, dans le PLF 2019, le gouvernement a décidé de le proroger d'un an. C'est pour nous un mauvais signal envoyé aux particuliers, au secteur du bâtiment, pour venir à bout en particulier des passoires thermiques. Aussi, il est proposé donc d'aménager la rédaction de l'article 57 pour introduire le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes. C'est efficace aussi bien dans le domaine thermique que dans le domaine acoustique. Merci, chers collègues. Nous avons ensuite 6 amendements identiques. Le premier, le 67, c'est Madame Marcos. Oui, merci Monsieur le Président. En plus de, bien évidemment, l'isolation des fenêtres, mon collègue Bernard Fournier rajoute que dans son rapport de 2016 relatif aux moisissures dans le bâti, l'ANSES recommande de lier les mesures en faveur de l'isolation à celles qui pourraient être mises en œuvre par la ventilation, au regard du caractère indissociable de ces deux actions. Dans le souci d'optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise donc d'intégrer dans le CITE les systèmes de ventilation mécanique contrôlés au taux de 15%. Merci. Merci, chers collègues. Le 274 identique, Monsieur Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement est tout à fait identique en insistant sur l'intégration dans le CICE les systèmes de ventilation mécanique contrôlés au taux de 15%, comme vient de le rappeler ma collègue Laure Darcos. Merci, chers collègues. Madame Fréville, le 373. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues. L'annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l'activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique. On rappellera que ce sont les particuliers qui doivent payer la transformation énergétique du secteur de l'habitat en rénovant leurs propres logements. Comment pourront-ils le faire massivement et plus qu'aujourd'hui si dans le même temps le gouvernement n'a de cesse de diminuer les aides financières et les dispositifs d'incitation? Éradiquer les passoires thermiques suppose de traiter tous les postes de déperdition, dont les menuiseries et tout particulièrement les fenêtres et portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Le rapport du Centre scientifique et technique du bâtiment démontre en effet de façon claire que les travaux de remplacement d'un simple vitrage par des fenêtres performantes ont bien un impact significatif sur les consommations énergétiques finales, permettant ainsi de réaliser des économies pour le particulier. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et le 484 est identique, Madame Goulet. Oui, il a été défendu 4 fois. Je pense que ce n'est pas la peine qu'il le soit une 5e. C'était 3 fois, mais
C'était 3 fois, c'est une 4e qu'on évite. Et on va éviter la 5e et la 6e puisque l'amendement 709 n'est pas défendu, il tombe, et le 774 n'est pas défendu, il tombe. Donc on a 8 amendements en discussion commune avec un sous-amendement de la commission, ce qui fait 9. Monsieur le rapporteur. Oui, donc ces différents amendements vont tous dans le même sens, c'est-à-dire une réouverture du crédit d'impôt aux transactions énergétiques, soit sans limite, soit limité aux fenêtres, avec la position de la Commission des finances, je le disais, qui est favorable sous réserve de l'adoption du sous-amendement de la Commission des finances, soit ventilation mécanique contrôlée. Donc nous pensons que les fenêtres sont une source de déperdition importante d'énergie et que la suppression des fenêtres était une erreur. J'en veux clairement aller vers la transition énergétique, parce que j'ai entendu ce que disait le gouvernement lorsqu'il justifiait l'augmentation de la TICPE en disant les ménages n'ont qu'à s'adapter. Bon, oui, certainement, mais lorsqu'on est en habitat individuel, les sources d'énergie alternatives, monsieur le ministre, sont quand même assez réduites, par rapport notamment aux chaudières individuelles, chaudières au fioul domestique. Et l'un des moyens de limiter la consommation énergétique, c'est évidemment l'isolation thermique des bâtiments. L'isolation thermique des bâtiments, ça passe pas simplement par l'isolation des combles ou des parois opaques, ça passe également par les fenêtres. Et pour des raisons sans doute d'économie budgétaire, on a réduit clairement le CITE l'année dernière. C'était sans doute une erreur. La Commission est donc favorable à la réintroduction des fenêtres et des parois vitrées, sous réserve, je disais, d'un amendement qui évite les effets d'aubaine et permet de maîtriser la dépense. C'est l'objet de cet amendement que je vous ai proposé. Donc la position de la Commission des finances est de vous inviter à voter l'amendement 88 avec adoption du sous-amendement de la Commission des finances. Et c'est une demande de retrait. Je pense qu'on arrivera à une position d'équilibre raisonnable et c'est une demande de retrait sur les autres amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Le rapport de la mission de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'environnement et du développement durable avait pointé une forme d'inefficience du CITE sur certains équipements, au premier rang desquels figuraient les portes et les fenêtres, et cela avait amené le gouvernement, dans la loi de finances pour 2018, à réformer ce dispositif. Il faut préciser que les dispositions transitoires qui avaient été adoptées par l'article 79 de la loi de finances pour 2018 ont permis d'accompagner les contribuables et les entreprises vers la sortie de ces équipements du CITE et souligner aussi que le taux réduit de 5,5 de taxe sur la valeur ajoutée est par ailleurs maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur des parois vitrées, des volets isolants et des portes d'entrée, nonobstant leur exclusion du bénéfice du CITE. Ce sont les raisons pour lesquelles le gouvernement n'entend pas revenir sur les modifications opérées lors de l'adoption de la loi de finances pour 2018 et qui nous amène aussi à souligner que beaucoup des demandes portées par les amendements sont satisfaites dans le cadre des dispositions transitoires, puisque des contribuables qui peuvent justifier avoir engagé la réalisation de travaux d'isolation thermique des parois vitrées par l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er juillet 2018 bénéficient déjà des dispositions fiscales antérieures jusqu'au 31 décembre 2018. Donc ce sont les raisons pour lesquelles, et nonobstant l'avis de la Commission des finances, le gouvernement a un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Merci. Madame Darcos. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai bien entendu notre rapporteur général, mais l'isolation, enfin notamment sur les fenêtres, ne comprend pas, enfin dans l'amendement Grémillet, le sous-amendement, les problèmes de ventilation. Et honnêtement, enfin je replaide la cause de nos amendements qui ont été déposés, les quatre identiques, sur le fait que la ventilation ne peut, enfin l'isolation des fenêtres ne peut pas être isolée, c'est qu'à le dire, de la ventilation pour une meilleure captation énergétique. Donc moi je serais d'avis qu'au moins un des amendements suivants puisse également être voté pour qu'on puisse faire le lien entre isolation, fenêtre et ventilation. Merci. Donc ils ne sont pas retirés. Hein. En tout cas celui-là n'est pas retiré. Monsieur Requier pour explication de vote. Je me rallie à la proposition du rapporteur. Je retire l'amendement de M. Collin en intégrant le sous-amendement plus limitatif de la Commission. D'accord, mais il pourrait être maintenu parce qu'il est identique en fait au 88 et le sous-amendement s'appliquera aux deux. Donc en fait, il s'appliquera aux deux. Alors, oui,
Monsieur Cupers. Oui, pardon, Président. Dire simplement que l'amendement 144, dans son principe, consistait à prolonger ou à proroger jusqu'en 2021 l'avoir fiscal pour pouvoir justement bénéficier de ces mesures. Il est retiré ou il est maintenu? Je me rangerai à l'avis du rapporteur, mais j'aurais souhaité qu'il puisse être introduit 2021. D'accord, donc il est retiré. Le 794, Monsieur Bocquet. Retiré également. Donc, Madame Prima, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je vais bien sûr laisser l'amendement de Daniel Gremillet. Je pense que c'est extrêmement important. Le ministre nous dit oui, mais ces mesures, c'est satisfait parce que ces mesures sont toujours vraies de façon transitoire. Mais c'est justement pas ce qu'on veut. On veut les laisser de façon pérenne dans le projet de loi de finances parce qu'on en ressent l'utilité pour nos concitoyens pour faire des économies sur leur train de vie de tous les jours. Il me semble que c'est à peu près ça qu'on nous demande aujourd'hui dans la rue. Donc je pense en plus qu'on fait œuvre utile, Monsieur le Ministre, parce que je ne sais pas ce que le Président de la République va annoncer ce soir, mais il me semble que s'il veut parler de transition énergétique, peut-être que là, il y a quelque chose à creuser. Voilà, donc je vais maintenir mon amendement. Je voterai évidemment le sous-amendement proposé par la Commission des finances, mais je le maintiens et je demande à mes collègues de nous aider à le voter. Merci, chers collègues. Donc, Monsieur le rapporteur. Le gouvernement est passé reconnaissant à l'égard du Sénat. Il devrait nous remercier d'avoir introduit un article additionnel. D'avoir introduit un article additionnel sur la TICPE. Si on ne l'a pas fait, tout ça serait passé en effet comme une lettre à la poste. Bon, les Français s'en sont quand même rendus compte. Et surtout, l'article aurait été fermé, on n'aurait pas de disposition. Donc ça veut dire que nous aurions été obligés de revenir, sans doute entre Noël et le 31, pour sans doute un petit PLFR. Ouvrant sur Et là, si nous fermons l'article, ça veut dire concrètement, on risque ce soir, le gouvernement risque d'être désavoué par le président de la République, qui va sans doute dans ses annonces annoncer des mesures. Voilà. Donc on va rendre service au gouvernement. On aimerait de temps en temps des remerciements. En tous les cas, je vous demande, s'il vous plaît, mes chers collègues, d'arriver à une position raisonnable, donc de voter l'article 88 de M. Gremillet, bien sûr sous-amendé par l'amendement 985 de la Commission des finances, et pour le reste, la Commission souhaite qu'on en reste en l'état à quelque chose de raisonnable. Donc voilà, c'est la position de la Commission des finances. Merci, Monsieur le rapporteur. Et pour la clarté du débat, oui, mais de toute façon, il tombait. Si le 88 et le 918 sous-amendés par la Commission sont adoptés, ils font tomber les 4 autres. Donc, je mets aux voix donc, le sous-amendement 985 de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix les 2 amendements 88 et 918 identiques, ainsi sous-amendés par la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés et donc ils font tomber les 4 autres. Donc nous poursuivons avec le 788. C'est Madame Mello. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Les mouvements sociaux que nous connaissons ont des causes multiples. L'une d'elles est la précarité énergétique qui frappe un grand nombre de nos concitoyens les plus modestes et en particulier dans les territoires ruraux. Il n'est pas normal que les Français aient encore aujourd'hui du mal à se chauffer. Les amendements que le groupe Les Indépendants présente visent à remédier à cette précarité énergétique tout en favorisant la transition écologique. Nous souhaitons encourager la transition des chaudières au fioul qui coûtent cher et qui polluent vers des chaudières plus performantes pour tous. En France, plus de 3 millions de ménages ruraux ont recours au fioul domestique comme énergie de chauffage. La part du fioul est surreprésentée chez les ménages en situation de précarité énergétique et la hausse des prix de cette énergie devient difficilement supportable pour ces ménages. Certes, des dispositions d'aide existent, comme le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, mais elles demeurent complexes à utiliser. En pratique, seuls les ménages les plus aisés l'utilisent. Nous vous présentons donc 2 amendements qui ont pour objectif de rendre ces dispositions plus accessibles aux ménages modestes et, je le répète très souvent, dans les territoires ruraux. Merci. Monsieur le rapporteur.
Je reconnais, je crois qu'on peut tous en convenir que la question du remplacement de la chaudière au fioul est quelque chose évidemment d'extrêmement, c'est un des enjeux majeurs. Lorsqu'on est dans un habitat individuel, lorsqu'on est notamment en zone rurale non desservie par le gaz naturel, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Le gouvernement dit l'alternative c'est sans doute la pompe à chaleur, peut-être qu'il a raison, même si le coût d'électricité devrait quand même sensiblement augmenter dans les années à venir. Voilà, donc je vous renvoie à d'autres débats. Donc c'est malheureusement, et c'est pas la solution miracle non plus en termes de maîtrise des coûts. Donc si la pompe à chaleur fait bien partie des enjeux, je pense que cet amendement est un peu prématuré parce que de fait, aujourd'hui, les pompes à chaleur sont déjà éligibles au CITE. Là, il anticipe par la création, la transformation du crédit d'impôt en prime. C'est ce qui est normalement prévu à côté de 2020. Donc je pense qu'en l'état actuel, ne compliquons pas le dispositif qui est déjà très très compliqué. Gardons les pompes à chaleur dans les critères, dans les équipements éligibles au CITE. N'allons pas anticiper sur 2020. Chaque jour suffit sa peine, puisque à terme, le crédit d'impôt sera évidemment transformé en système de prime. Donc je pense que le sujet est bien posé, mais un petit peu prématuré, puisque l'ensemble des crédits devrait normalement se transformer en prime. Il faut le faire que pour une dépense. Ça peut être difficilement compréhensible. Donc, demande de retrait pour cet avis. Merci. Madame Mello. Merci, monsieur le rapporteur général, mais je vais toutefois le maintenir pour que ce soit acté. Bon, je comprends la réponse que vous venez de me donner, mais bon, je crois qu'il faut quand même pouvoir envisager l'avenir et je le maintiens. Pardon, j'aurais dû vous donner la parole d'abord. C'est le même avis que le rapporteur général, donc défavorable à moins qu'il ait été retiré. J'ajoute que l'amendement 2406 qui sera soutenu par le gouvernement prévoit l'éligibilité au CITE des coûts de main-d'œuvre pour la pose d'équipements de production de chaleur renouvelable. Tout ça dans l'objectif évoqué par le rapporteur de préparer la transformation en prime au cours de l'année 2019. Donc défavorable au retrait. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 788 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 804, Madame Mello. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement trouvera peut-être plus de grâce aux yeux du rapporteur et du gouvernement. Sans augmenter le taux du CITE, il permet aux ménages en situation de précarité énergétique de passer à une énergie décarbonée ou changer une chaudière à gaz de plus de 15 ans vers une chaudière de très haute performance énergétique. Il revient seulement à traduire une pratique usuelle de la part des particuliers. On nous dira que cela revient à subventionner 2 fois, mais il faut subventionner 2 fois les ménages les plus modestes, sinon ils ne changeront jamais de chaudière. Je crois que la situation que nous traversons commande des mesures fortes en faveur de la transition énergétique des personnes les plus modestes. Il faut leur permettre de cumuler les aides publiques. L'État doit être à leur côté. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Notre collègue a un peu exprimé par avance la réponse de la Commission. Ça revient un peu, de fait, en cumulant CITE et certificat d'économie d'énergie, ça revient à subventionner 2 fois. Bon. En réfléchissant, en écoutant bien, je me demande si on ne devrait pas carrément demander à la présidence de différer le vote sur ces articles pour attendre demain après-midi, parce que j'ai peur que ce soir on ait des annonces et puis finalement on ait voté, on est un peu... Bon, je sais que là-dessus, oui. Alors, on va peut-être suspendre la séance tout de suite, puis aller prendre un café, aller travailler dans nos bureaux, et puis revenir demain à 14h30 pour revoir, parce que j'ai l'impression que parfois on travaille un peu en temps, dans un temps un peu décalé. Bon, parce que donc je me demande parfois ce qu'on fait ici. Bon, demande de retrait pour les raisons que j'exprimais. Merci, monsieur le ministre. Même avis, mais circonscrit au seul amendement. J'avais bien compris. Il est retiré, chers collègues? Pour la même raison que le précédent, je vais quand même le maintenir. Merci. Je le mets aux voix, le 804, avec un avis défavorable du coup de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 89, Madame Prima. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Une nouvelle fois, j'interviens au nom de notre spécialiste de l'énergie dans la Commission des affaires économiques, Daniel Grémillet. Il s'agit sur cet amendement de revenir sur les conditions de ressources qu'a prévu le gouvernement pour bénéficier du crédit d'impôt au titre de 2 nouvelles dépenses éligibles qui ont été ajoutées à l'Assemblée, qui est la dépose des cuves à fioul et les coûts de main-d'œuvre pour l'installation d'équipements de chaleur renouvelables. Cette condition de ressources est tout à fait inédite pour l'accès à un crédit d'impôt.
Elle aura pour effet d'exclure les classes moyennes et même les classes moyennes plutôt du bas de la classification, puisque les plafonds de ressources qui sont retenus sont les mêmes que ceux retenus pour avoir droit aux aides de l'ANA, qui sont déjà extrêmement faibles. La mesure sera du reste totalement inefficace, puisque ceux qui pourraient en bénéficier n'y auront pas recours, faute de pouvoir avancer les frais. Donc ça, c'est sûr que c'est une bonne disposition qui coûtera pas cher, mais qui ne sera pas très efficace. Lorsque le gouvernement a présenté une première série de mesures destinées à compenser les hausses de taxes sur l'énergie, le président Bruno Retailleau avait d'ailleurs très justement noté que les classes moyennes étaient les grandes oubliées. Elles ne pourront bénéficier ni de la surprime à la conversion des voitures, ni de l'aide bonifiée au remplacement d'une chaudière au fioul, ni même en l'état à ce crédit d'impôt. Donc c'est cette injustice que nous souhaitons rétablir, en tout cas corriger, pardon, pas rétablir, mais corriger au travers de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Ce type d'amendement, évidemment, peut être partagé. D'un côté, il y a la volonté, sans doute, que du gouvernement est partagée par la Commission des finances de maîtriser les coûts. Et si on introduit un plafond de ressources, c'est un élément de maîtrise des coûts. Mais par ailleurs, je partage quand même l'analyse qui était de Sophie Primas. Tous ces systèmes, ces réductions, ces aides, sous condition de ressources, conduisent à quoi, de manière précise, à exclure les classes moyennes, les personnes qui travaillent, les ménages qui ont les plus de difficultés, qui ont sans doute des charges d'emprunt, des charges de transport, etc., et qui vont travailler à les exclure des dispositifs. Et de fait, ce sont toujours les classes moyennes qui sont les victimes, malheureusement, des politiques fiscales. Donc voilà, on en parlait, puisque en première partie, je vous rappelle qu'on a été amené à relever le quotient familial, le plafond du quotient familial, qui avait été abaissé par 2 fois. Et à chaque fois, on nous parle d'aide de compensation, toujours sous condition de ressources pour les plus modestes, sans doute en ont-ils besoin, mais les ménages, les familles qui ont le plus de charges, notamment des charges liées au travail, le fait de devoir avoir un véhicule tous les jours à aller travailler, de devoir des charges liées par exemple à l'acquisition d'un logement. Et je vous rappelle que le Sénat, dans une très large majorité, a supprimé l'extension de la TSCA, de la taxe sur les conventions d'assurance, aux assurances emprunteurs. C'était encore une charge fiscale supplémentaire sur ceux qui acquièrent leur maison. Donc toujours, ça revient toujours à ça. De fait, les classes moyennes sont toujours exclues des dispositifs d'aide. Et malheureusement, ce sont ceux qui ont le plus de charges, notamment familiales, de charges liées au travail, au déplacement, à l'acquisition de logements. Et donc, je pense que cet amendement va finalement dans le sens d'une aide à ces classes moyennes. Donc, c'est un avis de sagesse. Merci, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le rapporteur général a évoqué les considérations budgétaires. Ce sont celles qui ont amené le gouvernement à prévoir cette condition de ressources. Donc, c'est un avis défavorable. Merci. Oui, Madame Primas. Oui, je comprends bien, mais ce que les gens nous disent aujourd'hui dans la rue ou sur les ronds-points, c'est sortez d'une logique de calculette pour aller vers une logique d'efficacité. Vous voulez une transition écologique, vous voulez que les classes moyennes aujourd'hui, on voit bien, j'espère que le président a entendu ce message-là et qu'il y répondra ce soir. Voilà une mesure qui typiquement, parce qu'on ne peut pas se peindre en vert en disant on fait un crédit d'impôt pour des gens qui n'ont pas les moyens de changer sa cuve à fioul, en disant on a une mesure écologique. Donc, et certains ne payent pas d'impôt tellement les revenus sont faibles. Donc cette mesure, elle a pour objectif de venir en aide à ceux qui sont en capacité de gérer au mieux cette transition écologique, de baisser leurs frais de fonctionnement également et donc d'améliorer leur vie quotidienne. Moi, j'engage mes collègues à voter cet amendement. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 89 avec un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 432, Monsieur Bocquet. Oui, merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous proposons de favoriser la rénovation globale performante en la rendant plus attractive grâce à un taux bonifié. Nous proposons ainsi que lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l'obtention du label bâtiment basse consommation énergétique rénovation 2009 ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l'obtention d'un label équivalent, que le crédit d'impôt soit égal à 40% du montant des matériaux, équipements et appareils. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. Pour des raisons de coût, l'avis est défavorable. En plus, réserver un label, ça nous paraît complexifier les dispositifs, dans la mesure où, par exemple, ce n'est pas forcément les bâtiments qui ont un label qui ont le plus besoin du crédit d'impôt de transition énergétique. Ce sont justement ceux qui sont le moins isolés,
qui ont besoin du crédit impôt. Mais peut-être que vous allez être satisfait ce soir par des annonces autres, hein, j'en sais rien. Donc, en tout cas, c'est une demande de retrait à ce stade. Merci, Monsieur le Ministre. Même avis. Il est retiré. Il est maintenu. Donc, il y a 2 avis défavorables, Commission et Gouvernement. Je mets aux voix le 432. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 57. Qui est pour l'article 57? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après cet article, 2 amendements identiques. Non, il y en a un qui tombe. Le 607 tombe. Il n'est pas défendu. Le 327, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour faire face en responsabilité au défi du réchauffement climatique, il nous faut décarboner notre énergie et donc développer les énergies renouvelables et décarbonées. L'énergie hydroélectrique est de celle-là. Nous pourrions être amenés à développer davantage cette production d'électricité, les techniques ayant bien évolué depuis ces dernières années, notamment sur les performances des turbines. Ces installations garantissent notre indépendance énergétique et constituent de l'électricité en réserve, pilotable et de faible coût. Afin d'inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, le présent amendement propose que les nouveaux projets d'installation, je dis bien les nouveaux projets, et les projets permettant d'augmenter la capacité des installations existantes, bénéficient d'une exonération de taxes foncières pendant 10 années. En diminuant les charges lors des premières années d'exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets et donc les décisions d'investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette à l'installation. Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l'obligation d'achat seraient éligibles à cette exonération. Les collectivités continueraient à percevoir les autres ressources fiscales afférentes, IFER, CET, redevances, puis à l'issue de la période d'exonération, elles percevraient l'ensemble des taxes. Cette mesure n'est pas par nature chiffrable, puisqu'elle concerne des installations qui n'existent pas encore. Elle serait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d'accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, sur cet amendement, puisque le 607 est tombé, Monsieur le rapporteur. Oui. Donc la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc je répète la position constante de la Commission des finances à l'égard des exonérations de taxes. Là, c'est du foncier bâti pour les installations hydroélectriques. Lorsque l'exonération est facultative, et évidemment c'est de la liberté locale, donc la Commission y est par définition pas opposée. Lorsqu'on impose aux collectivités des exonérations, ça conduit à des pertes de recettes. Et donc ce n'est pas, à mon sens, aux législateurs de dire vous devez, aux communes, aux EPCI, vous devez perdre des recettes. Et je pense que ce pays, ça s'exprime un peu parfois malheureusement de manière violente en ce moment, mais ce pays souffre de vouloir avoir une hyper-réglementation applicable à l'ensemble du territoire national. Ce qui est valable en Haute-Savoie n'est pas valable dans le Nord, etc., etc. Donc laissons un peu de liberté locale. Si les collectivités veulent voter des exonérations non compensées, c'est leur affaire, je veux dire, et la Commission donc n'y est pas opposée. En revanche, lorsque le législateur dit vous devez exonérer telle ou telle chose, et là en l'espèce les installations hydroélectriques, ça nous paraît être imposer une forme de tutelle sur les collectivités, de tutelle politique, et donc c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas de raison d'imposer de manière obligatoire une exonération de 10 ans sur les nouvelles installations hydroélectriques. Donc demande de retrait, sinon avis défavorable. En revanche, je le dis par anticipation pour expliquer la cohérence de la position, comme ça j'aurais donné la position de la Commission. La Commission donnera donc un avis de sagesse sur l'amendement 608 qui, lui, prévoit une possibilité d'exonération facultative. Ok. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc c'est le même avis que la Commission sur l'amendement numéro 327. Sur le 608, par contre, je dis là aussi par avance, notre avis est beaucoup plus réservé puisque nous considérons que les leviers qui sont ainsi évoqués ne seraient pas efficaces. Donc ça sera aussi un avis défavorable pour le suivant. Merci. Madame Préville, il est maintenu ? Il est maintenu. Donc je le mets aux voix avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 608 sur lequel la Commission et le Gouvernement donnent leur avis n'est pas défendu, donc il tombe. Nous passons le 606 non plus. Nous passons au 318, Madame Préville.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les stations de transfert d'énergie par pompage, STEP hydraulique, composées de 2 bassins situés à des altitudes différentes, permettent de stocker de l'énergie en pompant l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l'électricité sur le réseau en turbinant l'eau du bassin supérieur lorsque la demande d'électricité augmente. L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau IFER repose sur les moyens de production électrique en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP qui sont par nature puissantes alors même qu'elles n'ont pas vocation à produire de l'énergie mais à constituer une assurance pour le système électrique. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. C'est très sympathique, mais je veux dire, il faut être un moment cohérent. On ne peut pas se plaindre en permanence que les collectivités voient leurs ressources baisser, qu'elles ont de moins en moins de ressources, et en même temps leur imposer des pertes de recettes. Donc, avis défavorable. Même avis. Donc, je mets aux voix l'amendement 318 avec un double avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 243, monsieur Carcenac. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à apporter une modification dans la détermination de la base taxable pour l'élaboration de la fiscalité sur les cartes grises, car la taxe sur les cartes grises fait partie des impôts et taxes aujourd'hui classés comme ayant une finalité écologique, susceptible de jouer un rôle incitatif en matière environnementale et sur les comportements des ménages. En effet, il permet aux régions d'instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur. Les régions, depuis la loi NOTRe, ont considérablement renforcé leur rôle en matière de mobilité et d'environnement, et donc celles-ci sont compétentes sur l'ensemble de la chaîne des transports non urbains et des transports scolaires, ainsi que sur l'intermodalité avec les agglomérations. Par ailleurs, les régions doivent jouer le rôle de chef de file en matière d'énergie, air, climat et de protection de la biodiversité. Cet amendement, donc, vise, dans la période actuelle, à répondre à cette progressivité que l'on peut trouver sur les véhicules. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Faculté de modulation pour les régions, donc principe de liberté locale, avis de sagesse. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. C'est un avis défavorable pour les 3 raisons suivantes. Les émissions de CO2 ne sont que très peu corrélées à la puissance fiscale et donc un barème progressif n'aurait en réalité aucune incidence environnementale. Par ailleurs, les régions disposent déjà de la possibilité de prévoir des tarifs réduits ou des exonérations en faveur des véhicules utilisant des énergies alternatives comme l'électricité, le biocarburant E85, le gaz naturel ou le GPL. Et enfin, sur le plan technique, le service informatique d'immatriculation des véhicules n'est pas en mesure de gérer à court terme une progressivité de la taxe. J'ajoute que, que cela pourrait, pour le coup, compliquer encore le fonctionnement d'un service qui connaît déjà un certain nombre de difficultés. Donc pour ces 3 raisons, c'est une demande de retrait ou défavorable. Donc, plutôt un avis défavorable de la commission. Monsieur le rapporteur. Question technique, ils sont des difficultés que je n'avais pas forcément envisagées. Bon, il est maintenu. Il est maintenu, donc il a un double avis défavorable du rapporteur et du ministre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 603 n'est pas défendu, il tombe. L'amendement 615, Madame Préville. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'exonération de contribution au service public de l'électricité, CSPE, vise à transposer en droit français la possibilité offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l'électricité d'exonérer de taxes l'électricité produite par les petits producteurs, autant pour la partie autoconsommée de l'électricité qu'ils produisent que pour l'excédent revendu et réinjecté dans le réseau. Le présent amendement a donc pour but d'encourager le développement de l'autoconsommation d'électricité, notamment d'électricité issue de sources renouvelables. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Nous avons adopté en 2017, dans la loi de finances rectificative pour 2017, une exonération de CSPE pour l'électricité autoconsommée. Donc, on souhaite en revenir, ne pas revenir, pardon, revenir à cet article. Je crois qu'il est tout à fait logique que l'autoconsommation bénéficie d'une exonération.
à condition de consommer intégralement. Faut-il pour autant étendre l'exonération pour le surplus, c'est-à-dire ce qui est revendu? Ça nous paraît revenir sur l'équilibre qui avait été trouvé dans le PLFR 2017. Donc demande de retrait, sinon avis défavorable. Si, Monsieur le Ministre. Même avis. Il est maintenu? Il est maintenu, donc je le mets aux voix le 615 avec un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 789, Monsieur le Ministre, avec 2 sous-amendements. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objectif de mettre en place un chèque conversion afin de permettre aux consommateurs de gaz naturel concernés par la conversion du gaz B en gaz H dans les Hauts-de-France et dont les appareils ne sont ni réglables ni adaptables de procéder à leur changement. Ce chèque serait financé par le biais du tarif d'utilisation du réseau de distribution de gaz naturel. Dans la majorité des cas, les équipements fonctionnant au gaz B peuvent être adaptés ou réglés pour pouvoir fonctionner au gaz H. Ces opérations sont prises en charge par les gestionnaires de réseau de distribution du gaz naturel et financées par les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz. Toutefois, dans certains cas, les équipements ne peuvent être ni réglés ni adaptés. Nous souhaitons mettre en place une aide spécifique sous la forme d'un chèque conversion qui serait financé par les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz. Et suite à l'examen des crédits de la mission écologie dimanche dernier devant vous, Elisabeth Borne s'était engagée à ce que nous ayons un dispositif d'aide à destination des consommateurs dès le budget 2019. C'est la raison d'être de cet amendement. Et je précise par avance que nous aurons un regard très favorable sur les 2 sous-amendements qui sont proposés et qui nous paraissent utiles pour améliorer le dispositif. Merci, Monsieur le Ministre. Donc les sous-amendements 964 et 963, c'est Madame Lavarde. Oui, merci. Donc, comme vient de le rappeler le ministre, depuis 2017, déjà, le Sénat demande qu'une solution soit proposée pour accompagner les consommateurs concernés par le changement de nature du gaz distribué dans le nord de la France. Et donc, il y a urgence à agir puisque les opérations débutent dans quelques semaines. Comme cela a été rappelé, le gouvernement s'était effectivement engagé lors de l'étude des crédits de la mission écologie à proposer une solution. Donc, l'engagement a été tenu et le texte de l'amendement a été notamment travaillé avec la commission des affaires économiques. Mais il semble pertinent donc à Monsieur Grémillet, qui est un peu notre expert, on va dire, des questions d'énergie, d'apporter 2 sous-amendements. Donc le 963 précise que le montant du chèque sera calculé sur la base d'un remplacement pour une chaudière à gaz, puisque le chèque étant financé par le tarif d'utilisation des réseaux de gaz et que le gaz ne peut payer que pour le gaz. Sans cette précision, il se pourrait que la mesure fasse l'objet de contestations juridiques et le sous-amendement 964 vise à ne pas exiger des gestionnaires de réseau qu'ils remplissent des missions qui ne sont pas les leurs, à savoir aider à la rénovation énergétique des logements. Par contre, ils pourraient jouer un rôle de conseil et orienter vers des acteurs plus à même de pouvoir aider les consommateurs sur ces sujets de rénovation thermique et énergétique. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la commission sur le 789 du gouvernement et 2 sous-amendements. Favorable sur l'amendement du gouvernement, avis de sagesse sur le 964 et avis favorable sur le sous-amendement 963. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez dit que vous étiez favorable aux 2. Oui, mais c'est ce que j'ai compris. Merci. Donc, je mets aux voix les 2 sous-amendements. Le 964 tout d'abord, avec un avis de sagesse de la commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 963, c'est le même vote. Même vote. Et du coup, même vote pour le 789. Même vote. Donc, il est adopté. À l'article 65, M. Antiste avait demandé la parole. Il la demande toujours. Merci, monsieur. Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le candidat Macron promettait une revalorisation de l'AAH à hauteur de 100 € par mois, soit 1 200 € par an. Quoique déjà insuffisante, cette mesure ne s'est finalement jamais concrétisée. Je rappelle que le nombre de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés a doublé entre 1990 et 2017 pour atteindre 1,13 million selon une étude publiée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Versée sous condition de ressources aux personnes handicapées de plus de 20 ans et n'ayant pas encore l'âge de la retraite, l'AAH atteint actuellement 860 € mensuels pour une personne seule depuis peu. Il est à noter que les personnes handicapées ont d'importantes difficultés d'insertion puisque seuls 6% des allocataires de cette prestation sortent des minima
d'une fin d'année à la suivante. Ayant une vision bien précise des difficultés rencontrées au quotidien par ces allocataires, votre gouvernement a néanmoins fait tout le contraire de ce qui avait été promis. Baisse de 5 € par mois de l'APL, augmentation de la CSG, de la CRDS, baisse du coefficient de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AH afin de l'aligner sur celui du RSA, suppression du complément de ressources servant à l'autonomie des plus fragiles, suppression de la prime d'activité pour les pensionnés d'invalidité, suspension de l'application des normes accessibilité dans le bâti neuf en application de la loi 2005 handicap. De plus, maintenant, il est prévu une revalorisation de l'AH à minima 0,3% en 2020, alors qu'elle aurait dû être indexée sur l'inflation estimée à 1,6%. Il semblerait également que vous ayez enfoncé le clou avec le décret 2018-767 et l'arrêté relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, tous deux du 31 août 2018, par lesquels les personnes sous mesure de protection juridique devront désormais payer pour l'exercice de leurs mesures de protection et ce au mépris de leur situation de pauvreté. Tout cela n'augure absolument rien de bon pour les retraités et les handicapés qui voient au fur et à mesure le pouvoir d'achat diminuer comme peau de chagrin. C'est pourquoi il convient de supprimer ces mesures de revalorisation fixées à 0,3% en 2019 et en 2020. Merci, chers collègues. Nous arrivons à l'amendement 948 de M. Bouquet. Oui, je crois que notre collègue Maurice Antiste a parfaitement planté le décor. Le Code de la sécurité sociale prévoit que les prestations sociales doivent faire l'objet annuellement d'une revalorisation qui prend en compte le niveau de l'inflation. Cette revalorisation ne permet donc pas d'augmenter le pouvoir d'achat des allocataires, mais simplement d'éviter qu'il diminue du fait de l'inflation. Pour 2019, le taux d'inflation prévisionnel est estimé à 1,3% hors tabac. Pourtant, ce PLF ne prévoit que les prestations ne soient revalorisées qu'à hauteur de 0,3%, cela vient d'être rappelé. Et le gouvernement qualifie cette mesure d'augmentation maîtrisée des prestations sociales. Mais nous ne sommes pas dupes. Désindexer les allocations de l'inflation équivaut évidemment mécaniquement à une baisse de leur montant et non pas à une augmentation maîtrisée. Franchement, le gouvernement a annoncé avec fracas en septembre, au premier temps de ce PLF, que ce budget serait celui du pouvoir d'achat. Il nous semble que les Gilets jaunes ont tranché la question depuis. Amendement de suppression. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Petit correctif, ce n'est pas le budget du pouvoir d'achat, c'est le budget de l'enjeu du pouvoir d'achat. Je crois que c'était plutôt là-dessus. Alors, oui, mais donc, je sais pas, il faudrait peut-être attendre 20h15 pour que le gouvernement nous donne cet avis. Peut-être 20h20, peut-être, parce que si on a des annonces ce soir là-dessus, donc voilà, nous on était sur une demande de retrait parce qu'on est dans l'attente. Hein. Merci, Monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du gouvernement ? Défavorable pour les arguments utilisés depuis 3 mois. Merci, Monsieur le ministre. Je mets aux voix l'amendement 948 avec 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Le 383 rectifié bis est défendu par M. Antiste. Oui, Monsieur le Président, je crois que je vais remettre le couvert et dire que cet amendement propose de revaloriser les prestations sociales mentionnées APL, ALSP, AAH à hauteur de l'inflation prévue hors tabac pour 2019, à savoir 1,6%. Et j'insiste, peut-être vais-je pouvoir insuffler quelques idées d'ici 20 heures au Président. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Même avis précédemment. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 383 rectifié bis. 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Je suis à présent saisi de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 589 rectifié. Monsieur Antiste. Oui, Monsieur le Président, c'était un amendement de repli, évidemment. C'est un amendement qui entend maintenir la revalorisation de l'AAH et des pensions d'invalidité et des rentes accidents du travail et maladies professionnelles sur l'inflation et non pas 0,3.
Si, chers collègues, le 911 rectifié bis n'est pas soutenu. Je demande donc l'avis de la commission pour le 529 rectifié. Retrait. Demande de retrait, même avis de retrait. Monsieur Antiste. Je n'entends rien et je maintiens. Merci, chers collègues. Qu'est-ce que ça serait si vous entendiez tout? Je mets aux voix l'amendement 529 rectifié, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 65. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'amendement 328 rectifié bis. Madame de Romédy. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement prévoit de prendre comme référence pour le calcul de l'aide personnalisée au loyer les loyers plafonds conventionnels fixés avec la CAF et l'État et non plus les loyers pratiqués. Si, chers collègues, quel est l'avis de la commission? L'amendement ne paraît pas très opérant. D'une part, les loyers plafonds conventionnés sont déjà pris en compte dans le calcul de l'APL, et la référence faite au début de l'amendement, notamment l'article L551.3 du Code de la construction d'habitation est fausse. Donc je pense qu'il y a une référence, a priori ça ne tourne pas. Alors je pense que c'est plus un amendement d'appel dont il est difficile de voir le caractère opérant. Donc c'est une demande de retrait, sinon avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur général. Même avis de retrait pour le gouvernement. Madame de Romédy, il est retiré. Je vous remercie. Nous passons à l'amendement 869 du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a entrepris une réforme de l'organisation territoriale de la profession de commissaire aux comptes, puisqu'il existe aujourd'hui 33 compagnies régionales de commissaires aux comptes établies dans le ressort des cours d'appel. C'est un nombre qui nous paraît trop élevé au regard de l'effectif actuel de la profession et plus encore au regard de son effectif futur, amené à se réduire en raison des effets du relèvement des seuils de désignation des commissaires. Sans préempter le débat qui se déroule au Parlement lors de l'examen du projet de loi Pacte, cette réforme devrait affecter l'organisation territoriale des CRCC via des opérations de regroupement. Et ce présent amendement vise à neutraliser l'impact fiscal des opérations de regroupement. À droit constant, ces opérations pourraient conduire au paiement de droits parfois élevés, alors que la vocation et l'objet des patrimoines ne changent pas. Le présent amendement prévoit donc d'exonérer de tout droit de taxes et contributions, y compris de contributions de sécurité immobilière, les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une CRCC réalisée au profit d'une autre compagnie. J'entends déjà, monsieur le rapporteur, dire que c'est une anticipation sur la loi Pacte, mais indépendamment des discussions sur la loi Pacte, personne ne peut écarter la possibilité d'un regroupement de compagnies, y compris de manière facultative, et donc la disposition indépendamment de Pacte nous paraît utile. Merci, monsieur le ministre. Sagesse. Sagesse pour la commission. Je mets aux voix l'amendement du gouvernement avec avis de sagesse de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 66. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous sommes parvenus dans l'examen des articles non rattachés à l'article 51 bis. Donc un amendement de la commission. Madame la rapporteure. Presque. Le remplaçant. Donc l'article 51 bis vient utilement préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisées. Et donc l'objet du présent amendement est, afin de renforcer la compétitivité de la place de Paris en matière de gestion d'actifs, il propose de prévoir sur le modèle des sociétés libres de partenariat que les sociétés de financement ne sont pas assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, s'agissant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, malgré la rédaction du CGI en vigueur, la gestion de ces organismes, dont les sociétés de financement spécialisées, constitue une sous-catégorie, bénéficie donc déjà de l'exonération de la TVA en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Par ailleurs, s'agissant de l'exonération de cotisation sociale de solidarité des sociétés que vous proposez, l'exonération proposée engendrerait une rupture d'égalité au détriment d'autres organismes de financement. Pour ces raisons, avis défavorable du gouvernement.
Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 715 de la Commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 51 bis. Qui est pour l'article 51 bis? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Voilà pour ces débats sur les crédits non rattachés du budget 2019 au Sénat. C'est temps fort autour de l'exit tax, des prestations sociales, mais aussi sur la transition énergétique. Place à présent aux crédits qui concernent la fonction publique. Vous allez le voir la semaine dernière, le Sénat a modifié ce budget contre l'avis du gouvernement. Il a notamment adopté un amendement de Claude Nougin, sénateur Les Républicains, rapporteur spécial de la Commission des Finances, qui vise à aligner le temps de travail dans la fonction publique d'État sur la moyenne du privé à 37 heures et demie, ce qui représenterait, je le cite, une économie de 2,2 milliards d'euros. Le Sénat a aussi porté le délai de carence pour les congés maladie dans la fonction publique d'1 jour à 3 jours. Retour donc aux discussions dans l'hémicycle. Article 39, l'amendement 49 de la Commission des Finances, présenté par Monsieur Nougin. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc l'amendement numéro 49 a déjà été adopté par le Sénat l'an dernier lors de l'examen du PLF 2018. Il vise à réduire les crédits du programme 156, gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local, à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Cette économie résulte d'un alignement du temps de travail des agents publics sur la durée habituelle du travail de l'ensemble des actifs, soit 37h30 hebdomadaires. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Merci Madame la Présidente. Comme l'année dernière, l'avis du gouvernement est défavorable, tant sur le fond que sur la forme. D'abord, un mot sur la forme pour dire que l'amendement que vous présentez, Monsieur le rapporteur spécial, fait porter au seul programme 156, donc les services de la DGFiP, une économie d'un montant considérable, car calculée pour l'ensemble du périmètre de l'État. Si nous adoptions cet amendement, la masse salariale de la Direction générale des finances publiques serait amputée de 32%, ce qui engendrerait un vrai risque d'insoutenabilité. Vous indiquez que les économies correspondantes devront être réparties sur l'ensemble des missions du budget général. Or, c'est méconnaître le fait que la répartition des crédits votés par le Parlement au niveau de chaque programme ne peut être modifiée qu'à la marge et sous des conditions précises encadrées par la loi organique du 1er août 2001, notamment son article 12. Sur le fond, ensuite, je tiens à souligner que le temps de travail dans la fonction publique est réglementairement d'ores et déjà aligné sur celui du secteur privé, c'est-à-dire une durée hebdomadaire de 35 heures fixée par l'article L. 3121-27 du Code du travail. En effet, le décret du 25 août 2000 précise que la durée de travail effective est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'État, comme dans les établissements publics locaux d'enseignement. C'est un décret qui est applicable à la fonction publique territoriale et un décret similaire est applicable à la fonction publique hospitalière. Donc pour toutes ces raisons, et notamment pour l'insoutenabilité totale de l'amendement par rapport au programme de la DGFiP, l'avis est défavorable. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 49 avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Non, un avis défavorable, du gouvernement. Simplement. Favorable, bien sûr, vous le présentez. Donc, je pense que l'avis est favorable. Donc, je recommence. Je mets aux voix donc l'amendement 49 de la Commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 51 de la Commission des Finances, présenté par Monsieur Nougin. Merci Madame la Présidente. Donc l'amendement numéro 51 a également été adopté par notre Commission et le Sénat dans une version légèrement différente lors de l'examen des projets de loi de finances pour 2015, 2016 et 2018. Il vise à porter le délai de carence applicable au congé de maladie des agents publics d'1 jour, comme cela est actuellement prévu par l'article 115 de la loi de finances pour 2018, à 3 jours. L'économie supplémentaire qui en résultera peut être estimée à 216 millions d'euros. Les économies liées à ces deux amendements sont imputées sur les crédits du programme 156, mais dans la mesure où elles concernent l'ensemble de la fonction publique d'État, elles devront être réparties entre l'ensemble des missions. Merci. Quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Sur la forme, le gouvernement considère que l'amendement, comme le précédent, n'est pas compatible avec l'article 12 de la loi organique sur les lois de finances de 2001. Sur le fond,
nous sommes opposés au fait d'introduire 3 jours de carence dans la fonction publique. Nous avons réintroduit 1 jour pour lutter contre les arrêts courts. Par contre, il faut avoir en tête qu'en matière de fonction publique, les protections sociales complémentaires sont relativement rares, en tout cas très hétérogènes, que nous avons par ailleurs commandé une mission aux 3 inspections pour pouvoir justement faire le point en début d'année 2019 sur l'hétérogénéité des situations en matière de protection sociale complémentaire, de prévoyance comme en matière de couverture maladie, et que c'est après seulement ce travail et l'éventuelle généralisation d'un tel système de protection sociale complémentaire qu'une telle initiative pourrait éventuellement être étudiée. En l'état et à ce stade, l'avis est défavorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement 51 de la Commission des finances avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 52 rectifié de la Commission des finances, présenté par... Pardon, oui, Monsieur de Montgolfier, vous êtes ici. Merci, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Vous savez qu'évidemment, il y a un débat sur les effectifs dans la fonction publique, puisque le président de la République lui-même s'était engagé à une réduction de 50 000 emplois dans la fonction publique. Et nous constatons qu'évidemment, les engagements ne sont que très modestement tenus, avec à peu près 10% de l'effort qui a été fait et 90% qui reste à faire sur le reste du quinquennat. Et par cet amendement, la Commission des finances propose un amendement dont la portée sans doute symbolique est importante, qui consiste à réduire les effectifs des administrations centrales, en revenant notamment sur les primo-recrutements en 2019, sans toucher aux effectifs en place. Alors pourquoi un amendement qui est centré sur les effectifs des administrations centrales? Parce que nous le constatons tous, il peut y avoir un débat sur la nature des services publics. Faut-il plus de médecins? Faut-il plus d'infirmières? Faut-il plus de policiers? Faut-il plus de gendarmes? Sans doute, un certain nombre de missions sont prioritaires. On en convient, Monsieur le ministre. D'ailleurs, je crois que la majorité, et moi-même en tant que rapporteur général, nous avions approuvé les mesures visant notamment à renforcer un certain nombre de missions prioritaires, dont faisait par exemple la sécurité de l'État. Mais quand on regarde depuis ce qui s'est passé depuis maintenant des années et des années, on constate que finalement le service public rendu sur le terrain l'est de moins en moins. Beaucoup d'administrations ont parfois l'impression qu'on n'a pas grand monde en face de soi, y compris dans votre ministère, à la DGFiP, où un certain nombre de trésoreries ont fermé, où les horaires en tous les cas ont été réduits, des postes ont été regroupés. En revanche, les services d'accueil téléphonique ont été parfois fermés. Je l'ai même éprouvé moi-même en faisant le test avec le ministre des Comptes publics. Et en revanche, dans les administrations centrales, et le débat pour avoir lieu au niveau régional, on a des effectifs qui ont continué à croître. Très concrètement, on est parfois suradministré et de fait, on a de moins en moins de services sur le terrain. Donc cet amendement, il a pour but de réduire exclusivement les effectifs dans les administrations centrales et aucunement sur le terrain, là où on a besoin du service public, et on en a dans cette période particulièrement besoin. Donc voilà, je crois que le débat, nous n'échapperons pas. Nous avons combien de fonctionnaires en plus? Des centaines de milliers par rapport à 10 ans. Sommes-nous un pays qui est mieux administré? Je ne suis pas certain. Sommes-nous mieux administrés que nos voisins? Je ne suis pas certain. En tous les cas, il y a une chose est certaine, c'est que nous avons eu une forte progression dans ces administrations centrales, parfois également au niveau régional, alors qu'au niveau départemental, qu'au niveau local, là où finalement le service public est le plus utile, c'est-à-dire en face de nos concitoyens, nous avons, on le constate, de moins en moins de services. Alors je regardais, pour prendre des exemples, nous avions eu, je vais m'arrêter là, mais un exemple très concret, vous allez me dire c'est quoi? Nous avons eu par exemple la restitution d'un 58.2 d'un rapport de la Cour des comptes sur le contrôle des aides à l'agriculture. Les agriculteurs le savent, ceux qui attendent leurs aides, qui constatent 3 niveaux, l'Europe qui contrôle, le ministère et les régions. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser la question de savoir si parfois, encore une fois, on n'est pas suradministré, et ce, au détriment du service public, du service de proximité? C'est l'objet de cet amendement. Merci, cher collègue. Quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. J'ai cru comprendre dans les propos de Monsieur le rapporteur général que c'était aussi une forme d'amendement d'appel, mais peut-être que je me suis trompé. Si ça n'est pas seulement un amendement d'appel, Monsieur le rapporteur général, j'ai une difficulté sur la forme que j'ai évoquée pour les 2 amendements précédents, et notamment sur le fait que, tel que rédigé, votre amendement porterait exclusivement sur la seule direction générale des finances publiques et que ça ne serait pas soutenable. La deuxième difficulté est peut-être plus sur le fond. Nous avons engagé un programme de réorganisation de l'administration, de modernisation, et dont nous souhaitons qu'il puisse nous permettre de rendre un service de même qualité, avec à terme des agents en nombre moins important.
moins important, pardon. Ce programme est en cours, nous y travaillons et nous essayons d'y travailler avec discernement. Nous y travaillons aussi dans le cadre de l'application, en tout cas le respect d'une ordonnance, d'une circulaire du Premier ministre du 24 juillet dernier, qui fixe comme principe de réorganisation de l'administration territoriale de l'État, comme pour le ministère de l'Action et des Comptes Publics, le fait de privilégier l'échelon départemental comme échelon pertinent et efficace d'action, ce qui, je crois, concourt, en tout cas participe au même objectif que celui que vous avez évoqué. Au bénéfice de ces explications, c'est une demande de retrait, ou à défaut, un avis défavorable à cet amendement. Oui, Monsieur Lamini, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Bon, c'est vrai que cet amendement qui est présenté par le rapporteur général, on l'a largement évoqué en commission des finances, va aussi dans un sens d'efficacité et on assiste malheureusement à un dilemme permanent. Et les administrations que vous représentez, Monsieur le Ministre, la DGFiP, on l'a vu au fil des années, de 2012 à 2018, malheureusement, on a assisté à une baisse, à une des administrations quand même, un des ministres qui est le plus impacté en perte d'emploi, notamment à la base, sur le terrain. Tous les collègues, on a en mémoire malheureusement des suppressions de trésorerie, des regroupements, alors que je dirais la DGFiP joue un rôle important à la fois par rapport aux élus locaux que nous sommes. Les trésoriers, c'est quand même les interlocuteurs privilégiés des maires, des secrétaires de mairie, et aussi pour les particuliers, pour les chefs d'entreprise. Je crois qu'on a vraiment à tous les niveaux besoin de ces personnels. Par rapport, et là, il y a aussi le dilemme par rapport à l'administration centrale, et je crois que pour l'administration des douanes, c'est aussi une autre... personnellement, on assiste aussi à des cieux. Même si, au plan global, il y a quelques centaines d'emplois en plus pour l'administration des douanes, de l'ordre en tout, l'administration, c'est 17 000 personnes. Mais quand on a des missions comme la lutte contre la contrefaçon, la lutte contre la fraude, on témoigne pour nous qui représentons les Ardennes avec le département frontalier, c'est pas simple. Donc, on a quand même néanmoins ce dilemme permanent entre la suradministration au plan central et de l'autre côté, en proximité, malheureusement, on a une suppression des moyens humains. Alors c'est fondamental. Donc c'est pour ça que je soutiendrai également l'amendement du rapporteur général. Merci. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Je mets au voie l'amendement 52 rectifié. Oui, Monsieur de Montgolfier. Le ministre m'a invité au retrait en disant que l'amendement était centré sur la mission gestion des finances publiques, des ressources humaines. Et c'est vrai, c'est pour la clarté des débats parlementaires, parce que, évidemment, j'aurais pu déposer le même amendement sur toutes les missions, mais je pense qu'au bout de X fois, Monsieur le ministre, vous avez dit le gouvernement, on connaît votre amendement, on l'a entendu, voilà, on n'y souscrit pas. Évidemment, il appartiendra au gouvernement, moi je souhaite que cet amendement soit voté, qu'il soit dans la navette et que le débat ait lieu. Il appartiendra au gouvernement de répartir sur l'ensemble des missions. Mais est-ce qu'au ministère de l'Environnement, on n'est pas à produire trop de normes ? Et concrètement, et parfois la question peut se poser dans les DREAL. Est-ce qu'au ministère de l'Agriculture, je vous disais, il y a 3 niveaux de contrôle, 3 niveaux d'administration, est-ce qu'on n'est pas à produire trop de normes? En revanche, c'est bien un amendement qui est ciblé sur les administrations centrales et pas l'administration de terrain. Je crois que Marc Laménie l'a expliqué. Malheureusement, nos concitoyens constatent qu'on n'est pas mieux administré, mais qu'on est parfois suradministré et avec une production de normes. C'est la raison pour laquelle je souhaite que ce débat ait lieu, et il aura lieu, je pense, aussi nécessairement à un moment au niveau régional qui est malheureusement qui n'est plus forcément le bon niveau, alors que le niveau d'administration locale ou départementale a vu clairement son service baisser au fur et à mesure des réformes. Donc je souhaite que cet amendement soit maintenu, contenu pour faire vivre le débat. Merci Monsieur Delège, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais voter cet amendement pour 2 raisons. La première, parce que je suis totalement convaincu, parce que vient de dire le rapporteur général, mais parce que vous m'avez convaincu, Monsieur le Ministre, qu'il fallait le voter. Et je vais vous dire pourquoi vous m'avez convaincu. Vous nous avez dit que le gouvernement allait entamer une réflexion avec pour objectif
de faire en sorte que les services publics et donc les personnels nécessaires au fonctionnement des services publics puissent aller sur le terrain. Vous nous avez dit que l'objectif du gouvernement, c'était de mener une politique de proximité, laissant entendre par là qu'effectivement, il fallait rééquilibrer les postes entre l'échelon national et l'échelon local. Alors, Monsieur le Ministre, pour vous être agréable et pour vous inciter à poursuivre dans cette voie, je vais voter avec enthousiasme l'excellent amendement de Monsieur le rapporteur général. Bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 52 rectifié présenté au nom de la Commission des finances avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 423 présenté par Monsieur Vaugrenard. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'amendement que je propose renforce de 3 millions d'euros les crédits dont les missions relèvent du programme Fonction publique. Il s'agit en fait d'un problème un peu spécifique qui est lié à l'amiante. L'immeuble Le Tripode à Nantes fut évacué en 1993 pour cause de présence d'amiante à tous les étages. Il a depuis été totalement détruit. Mais l'État n'a pas encore décidé si l'immeuble est un site amianté ou pas, ce qui est un paradoxe. Il convient donc de mettre fin à cette situation dramatique, car 1800 personnes ont travaillé dans ces locaux, relevant à la fois du ministère des Affaires étrangères, de l'INSEE et du Trésor public en 22 années d'exploitation. Les agents ayant contracté des maladies liées à la présence d'amiante sont au nombre de 200, toujours en exercice, sur les 850 agents en service lors de l'évacuation du site, je le rappelle, en 1993. Ces crédits permettraient donc, en 2019, d'accorder l'allocation spéciale amiante pour les agents ayant eu à travailler sur ce site. Merci. Quel est l'avis de la Commission ? Oui, je comprends bien l'intention des auteurs de cet amendement, et notamment ces problèmes de santé. Néanmoins, l'article 146 de la loi de finances pour 2016 prévoit que dès lors que ces agents ont contracté une maladie liée à l'amiante et dont l'imputabilité au service est reconnue, ils peuvent bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et même percevoir à ce titre une allocation spécifique. L'amendement me semble donc satisfait par le droit existant. Aussi, je demanderai à ses auteurs de le retirer ou à défaut, j'y serai défavorable. Merci. L'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. La situation de l'immeuble Tripode à Nantes est une situation connue et Monsieur le sénateur Vaugrenard a bien fait de la rappeler. Ce bâtiment, le Tripode, a entre 1972 et 1993 accueilli 1800 agents des ministères économiques et financiers ainsi que des affaires étrangères et ces personnels ont été exposés à l'amiante présente dans cet immeuble. Conscient de la réalité de l'exposition et de ses conséquences, les deux champs ministériels ont mis en place des dispositifs de reconnaissance des maladies professionnelles simplifiés en cas de pathologie liée à l'amiante, ainsi qu'un suivi médical renforcé des agents. Par ailleurs, les agents présentant une maladie en lien avec l'amiante peuvent actuellement bénéficier d'une cessation anticipée d'activité, et présenter une demande d'indemnisation au FIVA. Votre amendement vise à dégager des crédits pour permettre la mise en œuvre de ce dispositif pour tous les agents ayant travaillé sur l'immeuble du Tripode, au-delà de ceux qui bénéficient déjà du dispositif que je viens d'évoquer. Les deux ministères concernés ont abordé le sujet de façon extrêmement sérieuse et ont commandité une étude épidémiologique concernant la population des agents présents au Tripode. Les 3 études menées, puisqu'il y en a déjà eu 3, ne permettent pas jusqu'à présent de mettre en évidence un abaissement sensible de l'espérance de vie suite à une présence dans cet immeuble au-delà des cas que j'ai évoqués précédemment. Toutefois, et au-delà de ces premières conclusions, nous avons souhaité que les études épidémiologiques se poursuivent pour aller au bout de l'expertise et ainsi en avoir une connaissance la plus parfaite. Un rapport de l'IGAS présenté le 17 mars dernier conclut également défavorablement au classement du site. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi le Premier ministre sur la question des suites à apporter au rapport. Donc à ce stade, la mesure que vous proposez ne nous paraît pas justifiée à court terme, c'est une demande de retrait. D'abord parce que celles et ceux qui sont concernés par une maladie professionnelle peuvent être accompagnés de manière simplifiée, je l'ai dit, dans le cadre du FIVA et des mesures ainsi prévues. Pour ce qui concerne un classement de l'intégralité du site, à ce stade, nous n'y sommes pas, puisque les 3 études ne concluent pas favorablement. Par contre, évidemment,
Si les études complémentaires que nous avons demandées indiquaient et donnaient des résultats différents, la situation serait reconsidérée. Donc au bénéfice de ces explications, c'est une demande de retrait ou à défaut, bien sûr, un avis défavorable. Merci, Monsieur Vaugrenard. J'entends votre réponse, Monsieur le Ministre, et vos arguments. Ça me pose un petit problème. Pourquoi ? L'immeuble a été totalement évacué en 1993. À l'époque, c'était Pierre Bérégovoy qui était ministre de l'économie et des finances. Ensuite, il a été totalement détruit. Et j'ai connaissance effectivement du rapport de l'IGAS. Et là, il y a, selon moi, enfin, un paradoxe. Donc, je maintiens quand même cet amendement. Mais je me permets, Monsieur le Ministre, de vous solliciter afin qu'il y ait une rencontre entre les organisations syndicales qui suivent cette affaire-là de manière un peu particulière, du tripode, pour essayer d'expliciter plus en détail l'argumentation qui est la vôtre, de manière à pouvoir avancer. Si éventuellement il y a des études complémentaires à faire, des recherches supplémentaires à faire, je pense que ce ne serait pas inutile. Ça fait un certain nombre de mois, même un peu plus d'une année, qu'il y a une demande des organisations syndicales pour être reçues à Bercy. Je crois que ce serait plutôt de bonne loi de pouvoir les recevoir et d'avoir un contact, un dialogue ouvert avec elles. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vaugrenard. Mais que faites-vous? Est-ce que vous retirez votre amendement? Vous le maintenez? Très bien. Alors, je mets donc aux voix l'amendement 423 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines figurant à l'état B. Je n'ai pas été saisie d'aucune... Je n'ai été saisie plutôt, on n'a pas de négatif. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. J'appelle en discussion les articles 77 bis et 77 ter et l'amendement qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines. Avant l'article 77 bis, l'amendement numéro 50, présenté au nom de la Commission des finances. Merci Madame la Présidente. Donc l'amendement numéro 50 tire les conséquences de l'amendement numéro 49 en modifiant l'article 115 de la loi de finances pour 2018 que je viens de citer, afin d'augmenter la durée des délais de carence. Donc c'est tout simplement une conséquence de l'amendement qui a été voté. Merci Monsieur Nougin. Quel est l'avis du gouvernement? En cohérence avec les explications précédentes, défavorable. Non. Défavorable. Défavorable. Très bien. Il n'y a pas d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement numéro 50, présenté au nom de la Commission des finances, avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 77 bis. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 77 ter. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 77 ter, l'amendement 973 présenté par le gouvernement. Merci Madame la Présidente. Il s'agit de sécuriser juridiquement le droit à l'allocation chômage des agents publics à la suite des modifications du Code du travail intervenues dans le cadre de la loi du 5 septembre dernier pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Notre objectif est une correction pour éviter de créer un vide juridique pour les agents publics à partir du 1er janvier 2019. Les agents publics bénéficient de l'allocation chômage en cas de perte involontaire de l'emploi, dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Nous reprendrons prochainement la concertation avec les organisations syndicales et les employeurs publics sur l'ouverture du bénéfice de l'allocation chômage dans certains cas de rupture volontaire de la relation du travail, mais la rédaction de la loi du 5 septembre 2018 emporte bien plus que ce qui était pensé et voulu tant par les deux assemblées que par le gouvernement, et donc c'est une mesure de correction que nous vous proposons à cette occasion. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur Nougin? Merci Madame la Présidente. Donc, actuellement, les agents publics peuvent percevoir l'allocation de retour à l'emploi comme les salariés de droit privé. À l'inverse de ces derniers, cette allocation est cependant financée par l'employeur public en auto-assurance et pas par le régime d'assurance chômage. Or, selon l'objet de cet amendement, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a involontairement supprimé ce droit. Le présent amendement vise à le rétablir. Aussi, bien que déposé extrêmement tardivement et n'ayant pu l'expertiser dans le détail, il me semble que cet amendement est de bon sens. J'y suis donc favorable. Très bien. Merci.
Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 973 avec un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission crédits non répartis figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. Nous allons procéder à l'examen de l'amendement portant sur les crédits de la mission Action et transformation publique figurant à l'état B. Article 39, amendement 445 rectifié. Madame Darcos, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement a pour objet de créer un programme budgétaire dédié à la rénovation énergétique des établissements publics d'enseignement supérieur. Le patrimoine immobilier des universités représente 18,6 millions de mètres carrés, soit le deuxième parc de l'État, avec des bâtiments majoritairement construits dans les années 60-70. Véritable passoire énergétique, il constitue une source de dépenses considérables, faute d'ambition politique pour l'entretenir, le réhabiliter, l'adapter aux évolutions d'usage ou le valoriser. Le coût énergétique exponentiel de ce patrimoine pénalise durablement la compétitivité de nos universités, déjà fortement impactées par l'importance des charges d'exploitation. Il ne peut être demandé aux universités de gérer un patrimoine sans leur en donner les instruments. En parachevant l'autonomie universitaire dans son volet immobilier, l'État pourra concevoir ce patrimoine comme un actif valorisable plutôt qu'une charge de fonctionnement. L'engagement de l'État portera sur 300 millions d'euros, les études opérationnelles étant réalisées en 2019 pour des travaux engagés en 2020 et 2021. Les crédits correspondants sont prélevés sur l'action numéro 12, travaux et gros entretiens, à la charge du propriétaire du programme 348, rénovation des cités administratives et autres cités domaniaux multi-occupants. Merci. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur Nougin? Merci Madame la Présidente. Donc, cet amendement propose de transférer un tiers des crédits prévus en 2019 pour la rénovation des cités administratives, programme 348, au profit de la rénovation des universités en créant un nouveau programme. Il alerte certes sur la situation dégradée du patrimoine immobilier des universités. Et c'est important parce que cette alerte a du fondement que nous pouvons constater dans nos différents départements. Le patrimoine des universités relève de statuts différents selon que les établissements ont bénéficié ou non de la dévolution immobilière. Toutes les universités non propriétaires seraient concernées. Or, les crédits prévus sur le programme 348 ne suffiront déjà pas pour les cités administratives. Une sélection de projets sera indispensable. On connaît tous dans nos préfectures les cités administratives et elles ont visiblement besoin de rénovation. Il importe donc de ne pas réduire davantage ces crédits en étendant la liste des projets ayant vocation à être soutenus. En fait, cet amendement, je qualifierai de la façon suivante: on déshabille Pierre pour habiller Paul. Donc, c'est un avis défavorable. Merci. Quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Le rapporteur a eu un avis lapidaire, mais que je suis au regret de partager, puisque d'une part, le grand plan d'investissement d'avenir a prévu une enveloppe de 400 millions d'euros pour les bâtiments universitaires, et donc il y a une réponse de ce point de vue. Surtout, le programme 348 doit nous permettre à la fois d'investir et de réaliser des économies, notamment énergétiques, dans 56 cités administratives, et permettre de reconstruire totalement 4 très grandes cités, celles de Lille, Nantes, Lyon et Amiens. Et si l'amendement que vous proposez était adopté, nous ne pourrions mener à bien ces projets qui sont déjà encalaminés, si l'on peut dire, depuis pas mal de temps, et que nous allons pouvoir débloquer au cours de l'année 2019 à l'initiative de la direction de l'immobilier d'État. Donc c'est une demande de retrait, au défaut défavorable. Madame Darcos, que faites-vous? Écoutez, je vais le retirer. C'était un amendement surtout aussi pour qu'on puisse discuter de ce sujet qui est très important. Je vois que vous le prenez en compte déjà sur certains bâtiments, mais je pense que dans les années à venir, il faudra continuer à débloquer en tout cas des crédits véritablement pour passer à une transition énergétique importante sur ces bâtiments. Donc je le retire, Madame la Présidente. Merci. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Action et transformation publique figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial gestion du patrimoine immobilier de l'État figurant à l'état D. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix les crédits du compte spécial. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
Je mets aux voix les articles 84 ter et 84 quater qui sont rattachés pour leur examen au crédit du compte spécial gestion du patrimoine immobilier de l'État. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 84 ter. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 84 quater, l'amendement 959 présenté par le gouvernement. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement de précision pour spécifier la consistance du bien transféré, c'est-à-dire l'ancien hôtel du commandement de la marine de Papeete transféré à la collectivité territoriale de Polynésie française. Il s'agit de préciser que cela comprend le bâtiment de l'hôtel, mais aussi l'ensemble de la parcelle sur lequel ce bâtiment est implanté. C'est une précision, mais je saisis l'occasion, Madame la Présidente, pour souligner que, après de nombreuses années de discussions entre la collectivité territoriale de Polynésie française et l'État français, a été trouvé un accord pour que l'ancien hôtel du commandement de la marine puisse accueillir le mémorial des essais nucléaires. Et donc c'est dans ce cadre, et pour tenir la parole de la France vis-à-vis de la Polynésie française, que l'État transfère de manière gracieuse la parcelle et le bâtiment qui abritait l'ancien commandement de la marine, de manière à ce que cet engagement de permettre à la Polynésie française d'avoir un mémorial des essais nucléaires soit enfin tenu. Merci. Quel est l'avis de la Commission ? Oui, merci Madame la Présidente. La Commission partage bien sûr ce point s'agissant d'un amendement de précision et je tiens à souligner qu'effectivement on remplit là une mission de mémoire importante. Donc l'avis est favorable. Merci Monsieur Kersenac. Bien, alors je mets aux voix l'amendement 959 avec un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission régimes sociaux et de retraite figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. Nous allons procéder au vote des crédits du compte spécial pension figurant à l'état D. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix les crédits du compte spécial. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Voilà pour ces débats relatifs à la fonction publique la semaine dernière dans l'hémicycle du Sénat. Le Sénat qui a donc modifié ce budget contre l'avis du gouvernement. Je vous rappelle, eh bien, la Chambre haute va procéder à un vote solennel cet après-midi dans l'hémicycle pour voter sur ce budget 2019. Un budget qui va forcément beaucoup évoluer compte tenu eh bien, des annonces d'Emmanuel Macron hier dans l'Élysée concernant eh bien, le pouvoir d'achat. Sans surprise, eh bien, on peut imaginer qu'il n'y aura pas d'accord en commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat dans quelques jours. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.